Les pales du Chinook soulevèrent un nuage de poussière opaque lorsqu'il se posa sur Phoebe Iron Watch. La visibilité disparut presque aussitôt, avalée par le sable et le vent. Dans la soute, l'adjudant-chef Emily Carter restait immobile, les mains serrées autour de son fusil de précision M110 personnalisé, avec une attention presque tendre, comme si elle tenait quelque chose de vivant. Autour d'elle, les autres passagers, remplaçants, personnel logistique, un journaliste embarqué, avaient renoncé depuis longtemps à lui adresser la parole. Durant les 2 heures de vol depuis Kandahar Airfield, elle n'avait pas prononcé un seul mot. Quand la rampe arrière s'abaissa, Emily fut la première à descendre. Elle avançait avec une efficacité froide, presque mécanique, malgré le poids de son équipement. Son fusil refusait de quitter ses mains, pas en bandoulière, jamais. Elle le portait prêt à l'emploi, canon vers le bas, les yeux déjà en mouvement, balayant le périmètre, bien qu'il soit encore à l'intérieur du périmètre, protégé par des murs de béton et des miradors armés. Près de la zone d'atterrissage, le lieutenant Daniel Brooks l'attendait. Son uniforme était délavé. Taché de poussière, 6 mois sous le soleil afghan avaient laissé leur marque. Il avait relu le dossier d'Emily à 3 reprises. À chaque lecture, son admiration grandissait, tout comme son malaise. 128 éliminations confirmées. Une Silver Star pour bravoure en province de Nangarhar. Des évaluations de tireuses d'élite frôlant l'irréel. Et pourtant, aussi 3 expertises psychologiques défavorables, toutes contestées, toutes annulées. Une réputation de comportement atypique. Et cette note laconique de son ancien commandant. Soldat exceptionnel, les résultats parlent d'eux-mêmes. Faites preuve de patience avec ces méthodes. Adjudant-chef Carter, bienvenue à Phoebe Iron Watch, dit Brooks en lui tendant la main. Emily passa son fusil dans sa main gauche, sans jamais le lâcher, et serra brièvement la main du lieutenant de la droite. « Mon affectation de couchage, monsieur. Je vais demander à quelqu'un de vous accompagner. Mais d'abord, avec tout le respect, lieutenant, coupa-t-elle calmement, je préfère m'installer et inspecter mon secteur avant la tombée de la nuit. On fera connaissance au mess ce soir. » Brooks cligna des yeux, surpris par la coupure nette, puis hocha la tête. Il n'y avait pas de défi dans son regard. Plutôt autre chose, une intensité étrange, comme si elle fonctionnait selon une horloge différente de celle du reste du monde. « Bien sûr. Caporal Lee, vous pouvez vous en charger. » Anna Lee, infirmière de combat présente depuis le début du déploiement, s'avança avec un sourire chaleureux. « Par ici, sergent, vous êtes logé dans le bâtiment 3, avec le reste. » Elle s'interrompit net. Emily venait de la dépasser, fusil toujours fermement tenu à 2 mains. Anna échangea un regard avec Brooks. Il haussa simplement les épaules. Les baraquements étaient 10 pics, contreplaqués, sacs de sable, 12 lits serrés dans une pièce saturée d'odeurs, sueur, huile d'armes et cette poussière fine qui semblait s'infiltrer partout en Afghanistan. Les membres du groupe étaient éparpillés. Certains nettoyaient leurs armes, d'autres écrivaient des lettres, quelques-uns jouaient aux cartes dans un coin. L'adjudant-chef principal, Anthony Miller, chef de section, se leva de sa couchette, un colosse. 15 ans d'armée, une poignée de main capable d'écraser une noix. « Tu dois être la nouvelle. » Il s'interrompit. Emily venait d'atteindre la couchette préparée pour elle. Elle posa son sac, puis commença aussitôt à réorganiser l'espace. Elle déplaça le lit d'une 15aine de centimètres vers la gauche, l'orienta face au mur nord, testa les lignes de vue vers les 2 sorties. Pendant tout ce temps, le fusil ne quittait pas son contact. Adjudant-chef Carter, reprit Miller. Je suis l'AC1 Miller, chef de section. Là, c'est le spécialiste Torres. Et la caporale Lay, vous l'avez déjà rencontrée. Enchanté, répondit Emily sans lever les yeux. Elle organisait son équipement avec une précision presque clinique. Munitions ici, kit d'entretien là. Système d'hydratation à portée immédiate. Le fusil reposait sur le lit, sa main posée dessus, même lorsqu'elle travaillait de l'autre. Miguel Torres, un Texan sec comme un coup de trick, sourire ironique vissé au visage, donna un léger coup de coude à son voisin. « Tu crois qu'elle va l'épouser, ce fusil ?» La remarque était murmurée. Pas assez. Emily tourna légèrement la tête. Elle avait entendu. Elle ne répondit pas. Elle poursuivit simplement son installation, avec l'aisance de quelqu'un qui avait répété ce rituel des centaines de fois. Le soir venu, l'unité se retrouva au réfectoire.
Une structure plus vaste, toujours en bois, mais avec de vraies tables et une ligne de service tenue par des contractuels civils. Émilie entra la dernière. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle avança dans la file avec son fusil, traversa la salle, s'assit. L'arme reposa en travers de ses cuisses. Elle mangea d'une main, l'autre posée sur la crosse. « Putain !» marmonna Torres assez fort pour être entendu. Elle mange vraiment à une main pour pas le lâcher. Le lieutenant Brooks décida d'intervenir. « Adjudant-chef Carter, vous savez que l'armurerie est sécurisée. Vous pouvez y déposer votre arme quand vous n'êtes pas en service. C'est la procédure standard. » Émilie releva les yeux de son plateau. Son visage était calme, inférieur, inflexible. « Avec respect, monsieur, mon fusil reste avec moi. Toujours, ce n'est pas négociable. Le règlement prévoit la rétention personnelle de l'arme assignée à la discrétion du commandement, répondit-elle sans hausser la voix. Je sollicite cette discrétion, monsieur. Monsieur, je vous demande cette latitude. Sa voix était posée, strictement professionnelle, mais une dureté inflexible affleurait sous chaque mot. Mon fusil est entretenu à un niveau supérieur à celui de l'armurerie collective. J'en suis responsable et je prends cette responsabilité très au sérieux. Le lieutenant Daniel Brooks la fixa longuement. Techniquement, elle avait raison. Le règlement lui laissait une marge d'appréciation et engager un bras de fer dès son premier jour ne lui semblait ni utile, ni judicieux. « Très bien, » soupira-t-il, « mais il devra être sécurisé quand vous dormez. »« Il le sera, monsieur. » Ce que Brooks ne comprenait pas, ce que personne ne comprenait encore, c'était la définition qu'Emily Carter donnait au mot « sécurisé ». Pour elle, cela signifiait, dans ses mains, sous son contrôle direct, à portée immédiate, à chaque seconde, jour et nuit. Cette première nuit, lorsque la section gagna enfin ses couchettes, Émilie s'allongea sans se déshabiller, à l'exception de ses bottes. Elle se plaça sur le côté, le fusil calé dans la longueur contre son corps, la crosse près de son visage, le canon orienté vers ses pieds. Son bras droit reposait dessus, presque possessif. Ses paupières se fermèrent, mais sa respiration resta maîtrisée, régulière, trop contrôlée pour appartenir à un véritable sommeil. Sur la couchette d'en face, Miguel Torres secoua la tête, incrédule. « Mec, ça, c'est pas normal », murmura-t-il à Anna-Lee. « Peut-être qu'elle s'adapte », répondit Anna à voix basse. « Nouveau déploiement, nouvelle unité. Laisse-lui du temps. » Mais Anthony Miller, allongé un peu plus loin, ne partageait pas cet optimisme. Il avait vu le stress du combat se manifester sous 1000 formes. L'hypervigilance, l'incapacité à se séparer de son arme, l'état d'alerte permanent, des signaux connus, trop connus. Il se promit d'en parler au lieutenant Brooks dès le matin, d'évoquer une évaluation par l'équipe de soutien psychologique. Dans l'obscurité, les yeux d'Émilie s'ouvrirent brièvement. Elle sentait leur inquiétude, leur jugement, leurs doutes murmurés. Elle avait déjà connu ça, dans son unité précédente, et celle d'avant. Toujours la même conclusion, cassé, paranoïaque, incapable de lâcher la guerre. Il ne comprenait pas que lâcher prise pour un soldat était souvent la façon la plus rapide de mourir. Ses doigts suivirent machinalement les contours familiers du boîtier de culasse, trouvant un apaisement dans le froid du métal. Quelque part, dans la nuit afghane, au-delà du périmètre, au-delà des miradors et des projecteurs, des ennemis préparaient quelque chose. Ils préparaient toujours quelque chose. Et quand ils viendraient, pas si, mais quand, elle serait prête. FOB, Iron Watch s'enfonça peu à peu dans le silence nocturne. Le ronronnement des générateurs, des fragments de conversations radio lointaines, le bruit étouffé de bottes en patrouille. Tout le monde dormait. Tout le monde, sauf Emily Carter, allongée dans l'ombre, son fusil contre elle, à écouter, à attendre le danger qui finit toujours par frapper ceux qui cessent de le chercher. Elle avait appris cette leçon dans le sang, 2 ans plus tôt, et elle ne l'oublierait plus jamais. Le soleil du matin n'avait pas encore franchi les crêtes des montagnes du Safed Co qu'Emily était déjà réveillée. Si tant est qu'elle ait réellement dormi. Assise au bord de sa couchette, elle démontait méthodiquement son fusil pour le rituel de nettoyage matinal. Autour d'elle, la section émergeait péniblement, grommelant contre le froid, frottant le sommeil de leurs yeux. Miguel Torres tituba en direction des latrines, puis s'arrêta net en la voyant. Le fusil était entièrement démonté sur un tapis d'entretien, chaque pièce alignée avec une précision quasi chirurgicale.
T'as dormi un peu, sergent ? Assez, répondit Émilie, passant la brosse dans le canon avec des gestes sûrs. Ses yeux étaient clairs, vifs, pas la fatigue trouble de quelqu'un qui aurait veillé toute la nuit. Autre chose, quelque chose qui mit Torres mal à l'aise. Elle ressemblait à une machine qui s'était simplement mise en veille, puis rallumée, sans besoin de repos. À 7 heures, Bravo Compagnie se rassembla pour le briefing de patrouille quotidien. Le lieutenant Brooks exposa l'itinéraire. Passage dans 3 villages voisins, patrouille de présence classique, qu'à cœur et esprit. Émilie assurerait l'appui en hauteur, pendant que l'élément principal progresserait dans la vallée. Mais Émilie ne regardait pas l'itinéraire. Son attention était fixée ailleurs, sur une zone précise de la carte, la crête nord, Northwatch Ridge, qui dominait directement FOB Ironwatch. « Un problème, adjudant-chef Carter ?» demanda Brooks, remarquant sa concentration. Le doigt d'Émilie suivit lentement la ligne de la crête. « Quelle est notre couverture sur ce secteur, monsieur ?» Poste d'observation, capteur, c'est en dehors de notre zone de patrouille habituelle. Secteur plutôt calme, quelques capteurs au sol, la caméra de Tower Echo couvre partiellement. Pourquoi ? Je me familiarise simplement avec le terrain, monsieur, mais son regard restait accroché au relief, étudiant les ravins, les replis, les angles morts, tous ces endroits où les capteurs ne voyaient rien. La patrouille se déroula sans incident. Émilie prit position sur le toit d'un compound, son optique balayant le village en contrebas pendant que la section progressait. Puis, ça arriva. Un accrochage bref, rien d'inhabituel dans la province de Kunar. 3 combattants talibans ouvrirent le feu depuis une lisière boisée, AK-47 à l'épaule. La réaction d'Émilie fut immédiate, froidement méthodique. Premier tir, 823 mètres, impact plein centre. Le chef de groupe s'effondra. Deuxième tir. Le combattant qui tentait de déborder sur la gauche n'eut pas le temps de faire 3 pas. Émilie était déjà en train d'enchaîner. Troisième tir. Le dernier insurgé, déjà en train de se retourner pour fuir, s'effondra en pleine course. Temps total, 11 secondes. 3 balles, 3 morts. Putain, souffla la caporale Anna Lee dans sa radio, les jumelles encore collées aux yeux. T'as vu ça ? Miguel Torres enclencha son micro. Ouais, j'ai vu. Elle n'a même pas hésité. Comme au stand de tir. Quand la section rentra à FOB Ironwatch dans l'après-midi, la réputation d'Emily Carter comme tireuse d'élite était scellée. Mais autre chose s'installait en parallèle, plus diffus, plus inquiétant. Alors que le reste du groupe nettoyait les armes et rédigeait les comptes rendus post-action, Emily demanda une caméra numérique, puis repartit seule vers Tower Echo. Pendant 3 heures, elle photographia Northwatch Ridge. Pas des clichés au hasard. Une méthode. Toujours les mêmes points. À différents moments de la journée. Elle observait la course des ombres, les reflets du soleil sur la roche, la façon dont la lumière glissait sur les pentes. Un carnet se remplissait peu à peu. Distance, angle, repères, coordonnées. Anthony Miller la trouva là au crépuscule, encore en train de photographier. « Carter, qu'est-ce que tu fabriques, bordel ?»« Documentation de référence, sergent, » répondit-elle sans détour. « Si quelque chose change là-haut, je le saurai. » Changer comment ? Émilie abaissa lentement la caméra. Elle le fixa de ce regard trop concentré, presque dérangeant, comme si quelqu'un observait depuis un endroit où il ne devrait pas être. Malgré la douceur de l'air du soir, Miller sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Tu vois quelque chose de précis ? » ?»« Pas encore. Mais je cherche. » Ce soir-là, au dîner, l'inquiétude devint ouverte. Émilie était assise au bout de la table, son fusil posé en travers de ses genoux comme toujours. Elle mangeait machinalement, les yeux en mouvement constant. Sortie, fenêtre, axe de tir. « Ça empire », murmura Torres à Miller et Lee. Maintenant, elle photographie des cailloux et remplit ce carnet flippant. Mon cousin faisait pareil après son retour. PTSD sévère. Impossible de lâcher son arme. Il voyait des ennemis partout. Anna se raidit. Elle nous a sauvés aujourd'hui. 3 tirs, 3 cibles. C'est pas quelqu'un qui déraille. Justement, répliqua Miller à voix basse. Elle est ultra performante en combat, mais incapable d'éteindre l'interrupteur. Regarde-la. Elle traite le réfectoire comme une zone de combat. Un peu plus loin, le lieutenant Daniel Brooks écoutait et observait. Il notait la façon dont Émilie se plaçait toujours dos au mur. Comment sa main libre ne s'éloignait jamais vraiment de son arme.
comment ses yeux suivaient chaque silhouette entrant ou sortant. « Je vais lui reparler », murmura-t-il. Mais avant qu'il ne puisse le faire, Émilie se leva brusquement. Son regard venait de se figer sur quelque chose, au-delà de la fenêtre. Elle s'approcha de la porte, scrutant l'obscurité grandissante en direction du périmètre nord. « Adjudant-chef Carter ?» demanda Brooks en la rejoignant. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Je ne sais pas, monsieur. » Etim hésita, fronça légèrement les sourcils. « Une impression ?» Puis elle secoua la tête. « Rien. Probablement rien. Mais ce n'était pas rien. » Plus tard dans la nuit, assise sur sa couchette, Émilie passait ses photos en revue sur son ordinateur portable, et soudain, son sang se glaça. Sur 3 images distinctes, prises sur 2 jours, apparaissait un même point lumineux, toujours au même endroit, sur la crête, à environ 1200 mètres. Un secteur qui aurait dû être vide, un reflet net, trop net, un éclat d'optique. Quelqu'un observait la FOB avec du matériel de précision. Émilie recoupa immédiatement les horaires, patrouille, rotation de garde, livraison logistique. À chaque période d'activité significative à FOB Iron Watch, le reflet apparaissait. Surveillance méthodique, professionnelle. Elle sortit une carte topographique et commença à tracer. Si je devais attaquer cette base, où placerais-je mes forces ? L'approche nord offrait tout ce qu'un assaillant pouvait rêver. Ravin pour la dissimulation, zone morte hors couverture des capteurs, position en hauteur idéale pour l'appui-feu. C'était parfait. Et c'était exactement de là qu'on les regardait. Émilie consulta le calendrier lunaire sur son téléphone. Nouvelle lune dans 4 jours. La nuit la plus sombre du mois. Des conditions idéales pour une attaque. Ses mains s'animèrent, plus rapides. Axe d'approche probable. Point de brèche. Position optimale pour armes lourdes. Tout menait à la même conclusion. FOB Iron Watch était en cours de préparation pour une attaque majeure, et personne d'autre ne l'avait vu. À 20h, tandis que le reste de la section dormait profondément, Émilie était assise sur sa couchette, le fusil posé sur ses genoux, les yeux fixés sur une carte couverte de marques rouges. Elle avait déjà vu ce schéma. 2 ans plus tôt, sur une autre base, elle avait remarqué les signes, les changements de comportement, les observations inhabituelles, cette sensation persistante que quelque chose n'allait pas. Puis, elle avait douté, s'était dit qu'elle exagérait, avait baissé la garde, rangé son fusil à l'armurerie, comme le règlement l'exigeait, tenté de dormir comme une personne normale. 7 de ses camarades étaient morts cette nuit-là, parce qu'elle n'avait pas fait confiance à son instinct. La mâchoire d'Émilie se crispa. Plus jamais. Elle se mit à écrire, chaque observation, chaque photo, chaque analyse tactique. À l'aube, elle avait rédigé 17 pages prouvant qu'FOB Iron Watch allait être attaqué. La seule question était la même que 2 ans auparavant. Est-ce que quelqu'un la croirait, cette fois ? À 5h30, Annalie se réveilla et trouva Émilie exactement là où elle l'avait laissée à minuit. Assise droite, fusil en main, le regard fixé sur une pile de documents. « T'as dormi au moins ?» Émilie releva les yeux. Il n'y avait pas de fatigue dans son regard, seulement cette lucidité terrible, celle de quelqu'un qui a vu l'avenir et sait que personne n'y croit encore. « Tu as dormi au moins ?» Émilie leva les yeux. Anna y vit quelque chose de troublant, pas de l'épuisement, pire que ça, la lucidité glaciale de quelqu'un qui a entrevu l'avenir et qui sait que personne ne la croira avant qu'il ne soit trop tard. « Dormir, c'est pour ceux qu'on ne traque pas, » répondit Émilie d'une voix calme. « Caporal. » Un frisson parcourut l'échine d'Anna. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Émilie se leva déjà, rassemblant ses feuilles. « Ça veut dire que je dois parler au lieutenant Brooks, tout de suite. » Dehors, le soleil se levait sur North Watch Ridge, éclairant les rochers et les ravins. Là-bas, sans que personne à FOB Iron Watch ne s'en doute, des éclaireurs ennemis se replièrent déjà pour faire leur rapport. La base américaine était prête. L'attaque pouvait suivre son cours. Les chasseurs ignoraient qu'une de leurs proies les traquait à son tour. Le bureau du lieutenant Brooks tenait plus du réduit que du véritable espace de commandement. Des cloisons en contreplaqué. Une table pliante en guise de bureau. Il leva les yeux de son café matinal en voyant Émilie dans l'embrasure de la porte à 5h45. Fusil en bandoulière. Un dossier épais serré contre elle.
Adjudant-chef Carter, il n'est là même pas 6 heures. J'espère que c'est important. FOB Iron Watch va être attaqué. Probablement dans les 72 prochaines. Elle s'avança et étala ses documents sur la table. Photographies, cartes annotées, chronologie, analyse de schémas comportementaux. Brooks posa lentement sa tasse et se pencha en avant. L'agacement céda la place à une attention tendue. Emily l'emmena pas à pas à travers ses conclusions. Les reflets d'optique sur la crête nord, toujours aux périodes de forte activité. Les changements de comportement dans les villages. Les enfants absents de zones où ils jouaient encore la semaine dernière. Les bergers qui détournent leurs troupeaux loin des pâturages proches de la base. Ces villages empruntent les mêmes itinéraires depuis des générations, monsieur. Il y a 3 jours, ils ont cessé. Ce n'est pas aléatoire. Son doigt suivit la carte. Et ici, ce compound abritait une famille élargie. 17 personnes lors de notre patrouille la semaine dernière. Hier, j'en ai compté 4. Tous les hommes en âge de se battre ont disparu. Brooks étudia les photos. Les reflets étaient insubtils, faciles à balayer d'un revers de main comme de simples jeux de lumière. Mais Emily les avait captés depuis le même point, à différentes heures. Ça pourrait être le soleil sur la roche. À 4h30 du matin, monsieur. Elle sortit une autre image, horodatée avant l'aube. Un point lumineux, à peine perceptible, dans l'obscurité. Ça, c'est une source artificielle. Vision nocturne ou optique thermique. Ou un berger avec une lampe. Aucun berger ne reste immobile 3 heures d'affilée à observer une base militaire. Elle soutint son regard. Monsieur, c'est de la reconnaissance. Brooks voulait la croire. Les éléments s'imbriquaient trop bien pour être ignorés. Mais il avait aussi vu des soldats, usés par les déploiements, percevoir des menaces dans chaque ombre. Quoi d'autre ? Emily sortit les résumés d'interception radio du service renseignement. Les communications talibanes dans cette vallée ont augmenté de 40% cette semaine. Rien de précis, mais le schéma correspond à une phase de préparation, coordination accrue, mouvement logistique, consultation de commandement. Le renseignement n'a rien signalé, parce qu'il cherche des mots-clés et des fréquences connues. Moi, je regarde les comportements. L'ennemi sait que nous interceptons. Il reste vague, mais le volume parle. Brooks se renversa légèrement sur sa chaise, assimilant. Et tu penses qu'ils frapperont quand ? Emily désigna le calendrier lunaire. Nouvelle lune dans 3 jours. La nuit la plus sombre du mois. Moins de lumière ambiante. Détection plus difficile à distance. Si je préparais cette attaque, c'est à ce moment-là que je frapperais. Et par où ? Sans la moindre hésitation, son doigt se planta sur la carte. Approche nord, ici. Ils ont étudié notre posture défensive depuis la crête. Ils connaissent les failles de couverture dans ces ravins. Ils utiliseront ce wadi pour l'approche masquée. Brèche ici, entre Tower Echo et Tower Foxtrot, angle mort croisé. Ensuite, progression vers le centre de commandement et l'armurerie. Elle releva les yeux. Profil d'assaut classique. Neutraliser le commandement et les armes lourdes en premier. L'analyse était irréprochable et c'était précisément ce qui rendait Brooks méfiant. Je dois transmettre ça au capitaine Callahan. Attends ici. 20 minutes plus tard, Emily se tenait face au lieutenant Brooks et au capitaine Robert Callahan, commandant de FOB Iron Watch. Callahan était un officier rigoureux, proche de la retraite, 3 mois à peine. Il avait maintenu la base dans un calme relatif tout au long de son commandement. Il écouta l'exposé d'Emily avec un scepticisme croissant. Adjudant-chef Carter, je respecte votre vigilance, mais je ne peux pas placer toute la base en alerte maximale parce que des bergers ont changé de trajet et que vous avez vu des reflets sur une colline. Monsieur, ce n'est pas que ça. J'ai lu votre dossier avant votre arrivée, poursuivit Callahan d'un ton posé mais ferme. 3 commandants précédents ont noté votre tendance à l'hypervigilance. Vous avez été orienté vers le soutien psychologique à 4 reprises. La mâchoire d'Emily se crispa. Et les 4 fois, j'ai été déclaré apte au service, monsieur. Apte, oui, mais les notes indiquent une difficulté à distinguer les menaces réelles des menaces perçues. Le silence s'épaissit dans la pièce. Vous voyez des schémas qui n'existent peut-être pas, conclut le capitaine Callahan. Emily soutint son regard, sans ciller. Ces schémas existent, capitaine. Elle marqua une pause,
puis ajouta d'une voix plus basse, plus dure. La seule question, c'est de savoir si quelqu'un écoutera avant que des gens meurent. Le silence tomba lourdement dans la pièce. Les yeux de Callahan se durcirent. C'est déplacé, adjudant-chef. Le lieutenant Brooks intervint aussitôt, tentant d'apaiser la tension. Monsieur, peut-être pourrions-nous au moins renforcer la sécurité du périmètre, à titre préventif. Observation accrue sur l'axe nord, rotation supplémentaire au poste de garde. Callahan réfléchit un instant. Très bien. Nous augmenterons les patrouilles périphériques et ajouterons une rotation de garde supplémentaire sur les tours nord. Mais je ne passerai pas la base en alerte maximale sur la base de cette analyse. Il secoua la tête. Sinon, on passerait nos nuits à sursauter à la moindre ombre. On ne peut pas réagir à chaque scénario hypothétique. Les mains d'Émilie se crispèrent en poing. Monsieur, avec tout le respect, ce n'est pas hypothétique. J'ai déjà vu ça. Je sais à quoi ça ressemble quand... ça suffit, adjudant-chef. Callahan se leva, mettant fin à la réunion. Nous prendrons des mesures raisonnables. Vos préoccupations sont notées. Rompez. À l'extérieur du bureau, Brooks rattrapa Émilie dans l'allée poussiéreuse entre les bâtiments. Écoute, je sais que ce n'est pas ce que tu voulais entendre. Il a tort, monsieur, répondit-elle, la voix serrée par une frustration parfaitement contenue. Dans 3 jours, peut-être moins, ils viendront. Et quand ce sera le cas, c'est le périmètre nord qui encaissera le plus dur. Je crois que tu es sincèrement inquiète, dit Brooks, et je pense même qu'une partie de ton analyse tient la route. Mais tu dois comprendre comment ça apparaît de l'extérieur. Il hésita, puis poursuivit. Tu es arrivé il y a 6 jours à peine, et tu annonces déjà une attaque imminente. Tu ne poses jamais ton arme. Tu ne dors pratiquement pas, du moins pas comme les autres. Pour beaucoup, ça donne l'image de quelqu'un de paranoïaque, instable, brisé. Les yeux d'Émilie s'embrasèrent. J'ai déjà tout entendu, lieutenant. Jusqu'au moment précis où j'ai raison, et où les corps commencent à s'accumuler. Brooks adoucit le ton. Que s'est-il passé sur ta dernière base ? Ton dossier mentionne un incident, mais sans détail. Émilie resta silencieuse un long moment, le regard perdu quelque part au-delà des murs de la FOB. Ce qui s'est passé, dit-elle enfin, c'est que je n'ai pas écouté mon instinct. J'ai laissé d'autres me convaincre que je voyais des menaces qui n'existaient pas. Elle inspira lentement. 7 bons soldats ont payé ce doute de leur vie. Brooks sentit le poids de ses mots. C'est la seule nuit où j'ai dormi, lieutenant. Dormi pour de vrai. Elle déglutit. Mon fusil était à l'armurerie, comme le règlement l'exigeait. J'essayais d'être normal, de m'intégrer. De ne pas être celle dont on murmure qu'elle est folle. Sa voix se fissura. Quand l'attaque a commencé, j'étais désarmée, impuissante. J'ai survécu en faisant la morte sous les corps de mes camarades pendant que l'ennemi passait à quelques mètres. Brooks ne trouva rien à répondre. La douleur brute dans sa voix était impossible à ignorer. Émilie se recomposa, redressa les épaules. « Alors oui, monsieur, je dors avec mon fusil. Oui, je vois des menaces partout. Parce que la seule fois où je ne l'ai pas fait, tous ceux qui comptaient pour moi sont morts. » Elle le fixa une dernière fois. « Je ne referai jamais cette erreur. Jamais. » Puis elle tourna les talons et s'éloigna, laissant Brooks seul dans la poussière. Cet après-midi-là, Anthony Miller trouva Émilie sur le mur du périmètre nord, toujours en train de photographier Northwatch Ridge, toujours à prendre des notes. Il grimpa à côté d'elle. Le lieutenant m'a parlé de la réunion. « Alors vous savez, répondit-elle sans lever les yeux, personne ne me croit. » Miller resta silencieux un moment, observant son travail. « Tu penses vraiment qu'ils vont venir ? » ?»« Je ne pense pas, sergent, je sais. » Elle lui montra ses dernières roupons photos. « Regardez ça. Des traces de véhicules fraîches dans ce wadi, ce matin. Quelqu'un est passé récemment. Aucune raison pour des civils d'aller là-bas. Il n'y a que des rochers et des scorpions. » Miller étudia l'image. « Ça pourrait être les talibans qui déplacent des armes ou du personnel. Ça pourrait. » Un silence. « Ça l'est probablement. » Émilie baissa la caméra. Mais sans preuve définitive, personne n'agira avant qu'il ne soit trop tard. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Elle le regarda de ses yeux fixes, implacables. Ce que je fais toujours, sergent. Je vais être prête.
Quand ils viendront, et ils viendront, je serai en position, fusil en main, en attente. Miller souffla. C'est une sacrée façon de vivre. C'est la seule que je connaisse pour garder les gens en vie. Ce soir-là, la section se rassembla dans les baraquements. La tension autour d'Emily était devenue palpable. Miguel Torres la traitait ouvertement de paranoïaque. Les autres échangèrent des regards inquiets chaque fois qu'elle restait immobile sur sa couchette, fusil sur les genoux, les yeux rivés sur le mur nord, comme si elle pouvait voir à travers. Annalie tenta de calmer le jeu. Peut-être qu'elle a raison. Peut-être qu'on devrait prendre plus de précautions. Elle est ici depuis moins d'une semaine et elle a déjà tout le monde à sursauter, répliqua Torres. La prochaine étape, ce sera d'accuser le cuistot d'être un espion taliban. Émilie entendit chaque mot. Elle ne répondit pas. Elle avait appris que discuter ne servait à rien. Les gens croyaient ce qu'ils voulaient croire, voyaient ce qu'ils voulaient revoir. Le confort était plus facile que la vigilance, le doute plus rassurant que la préparation. Elle vérifia une nouvelle fois son fusil, déjà impeccable. Le rituel l'apaisait, son sac d'intervention était prêt. Munitions supplémentaires, matériel médical, eau, piles, tout ce qu'il faudrait pour un combat prolongé. Il reposait au pied de sa couchette, prêt à être saisi en quelques secondes. Le lieutenant Brooks entra dans le baraquement, un clipboard à la main. « Écoutez-moi bien. À partir de ce soir, rotation de garde renforcée. 4 heures par relève au lieu de 6. Les tours nord auront une paire d'yeux en plus. » Il balaya la pièce du regard. « Restez vigilants. » Après son départ, Miguel Torres marmonna. Tout ça parce que la nouvelle fait des cauchemars. Les yeux d'Emily ne quittèrent pas le mur nord. Pas des cauchemars spécialistes, des souvenirs. Elle marqua une pause. Et ceux qui ignorent leurs souvenirs sont condamnés à en créer de nouveaux. La nuit tomba sur FOB Iron Watch. La plupart des soldats s'abandonnèrent à leur routine du soir. Parties de cartes, lettres pour la maison, films sur ordinateur portable, une normalité bricolée au cœur d'un lieu qui ne l'était pas. Émilie, elle, resta dans l'ombre grandissante, son fusil serré contre elle, le regard fixé sur le périmètre nord. Quelque part au-delà du mur, au-delà du grillage, des capteurs et des miradors, l'ennemi se préparait. Elle le sentait comme les animaux sentent un séisme approcher, une certitude primitive, viscérale, indépendante de toute preuve rationnelle, 72 heures, peut-être moins, l'horloge tournait, et elle était la seule à l'entendre. Jour 8, 1h57. Les yeux d'Émilie s'ouvrirent d'un coup dans l'obscurité. Elle n'avait jamais vraiment dormi. Jamais. Mais quelque chose avait changé, une modification infime dans l'air nocturne, un glissement presque imperceptible dans les sons ambiants, une sensation au creux du ventre qui fit hurler chaque terminaison nerveuse, danger. Autour d'elle, la section dormait profondément. Torres ronflait doucement. La respiration de Annalie était lente et régulière. Même Anthony Miller, pourtant connu pour son sommeil léger, était plongé dans une inconscience totale après une journée éprouvante de patrouille. Émilie se redressa lentement, la main déjà posée sur son fusil. Elle avait dormi tout habillée, bottes desserrées, juste ce qu'il fallait pour être chaussée en un instant. Ses yeux s'adaptèrent à l'obscurité, tandis qu'elle balayait le baraquement. Rien ne semblait anormal. Et pourtant, tout en elle criait l'inverse. Elle consulta sa montre. 1h58. La nouvelle lune était invisible dans le ciel. Obscurité parfaite, condition idéale pour une attaque. Puis elle le remarqua. Ou plutôt, elle remarqua ce qui manquait. Le bourdonnement lointain des générateurs était toujours là. Mais autre chose avait disparu. Les échanges radio réguliers des tours de garde s'étaient tus, pas totalement. Différemment, hachés, tendus. Émilie commençait à lasser ses bottes quand elle le sentit à travers le plancher. Une vibration sourde, lointaine, ses mains se figèrent. Elle connaissait cette sensation. Tir indirect. Incoming. Elle hurla en attrapant son sac d'intervention. 3 secondes plus tard, le premier obus de mortier frappa. L'explosion éventra la nuit, frappant le centre de commandement avec une précision terrifiante. Puis un autre, et un autre encore. La FOB bascula dans le chaos. Sirène hurlante, soldats criant des ordres, le crump-crump caractéristique des mortiers de 82 mm qui progressaient à travers le camp. Émilie était déjà en mouvement, fusil dans une main,
sac dans l'autre. « Équipez-vous. Périmètre nord, en mouvement !» Elle fonça vers la sortie tandis que ses camarades se réveillaient en sursaut, désorientés. Dehors, c'était l'enfer. Les mortiers pleuvaient avec une précision clinique, frappant le parc de véhicules, l'armurerie, les bâtiments de commandement. Ce n'était pas un tir de harcèlement. C'était une frappe de décapitation, pensée pour neutraliser la coordination défensive et les armes lourdes. Des soldats jaillissaient des baraquements, certains en équipement complet, d'autres qu'à moitié habillés, encore sonnés. Des officiers hurlaient des ordres contradictoires. Les équipes de feu tentaient de rejoindre leur position, mais les impacts avaient créé des goulots d'étranglement, forçant tout le monde à se plaquer au sol. Émilie courait à contre-courant vers le nord. La majorité se précipitait vers les murs est et sud, là où les explosions se concentraient. Mais elle savait. Les mortiers n'étaient qu'une diversion. Du bruit, de la fureur, un rideau destiné à détourner l'attention du véritable assaut. Elle atteignit la position défensive, nord, un poste renforcé derrière des barrières de béton, avec des champs de tir croisés. Hannah Lee et Miguel Torres étaient déjà là, aux commandes d'une M240, tous deux fixés sur le ciel oriental, encore déchiré par les explosions. « Mais qu'est-ce que tu fous ici ?» cria Torres pour couvrir le vacarme. « L'attaque vient de l'Est. »« Les mortiers viennent de l'Est, » corrigea Émilie en laissant tomber son sac et en installant son fusil sur la barrière. « L'assaut, lui, arrive d'ici, du nord, maintenant. »« T'es folle, regarde. Il prépare ça depuis des semaines, » trancha Émilie. Les mortiers fixent notre attention à l'est pendant que l'attaque principale arrive par le seul axe qu'on ne regarde pas. C'est une diversion de Manuel. Anna hésita, la main sur sa radio. On appelle ça ? Fais-le. Mais reste ici. Ils arrivent. L'œil d'Émilie était déjà collé à son optique, fouillant l'obscurité au-delà du grillage. La vision nocturne révéla le terrain rocheux, les wadis, les zones mortes qu'elle avait mémorisées pendant une semaine entière. Torres saisit sa radio. Overwatch 1, ici position Nord 3. Nous avons une activité ennemie possible, je répète, possible, au nord. Demande confirmation. La radio grésilla. Nord 3. Tous les tirs ennemis proviennent des secteurs est. Maintenez la position, mais la priorité est... La transmission fut coupée net par une nouvelle explosion qui secoua la FOB. La respiration d'Émilie ralentit. Elle entra dans cet état de calme absolu que seul le combat lui procurait. Son doigt reposait sur le pontet. Pas encore sur la détente. Pas encore. Émilie balaya le terrain avec méthode, de gauche à droite, en appliquant la technique qu'elle avait perfectionnée au fil de centaines de missions. Et soudain, elle le vit. Du mouvement dans le wadi, exactement à l'endroit qu'elle avait anticipé. Pas un combattant. Pas 10. Des dizaines. Des signatures d'Othermix se déplaçaient avec une discipline tactique évidente, épousant le relief, exploitant chaque repli du terrain pour masquer leur progression. « Contact au nord », annonça Émilie d'une voix d'un calme glacial. 50 ennemis minimum, 900 mètres, en approche. Elle ne quitta pas sa lunette. « Anna, prends la radio, maintenant, dis-leur que l'assaut principal frappe notre position dans environ 6 minutes. » Anna activa son micro avec des gestes fébriles, tandis que Miguel Torres pivotait la M240, voyant enfin ce qu'Émilie observait depuis le début. Putain. Elle avait raison. À travers son optique, Émilie les distinguait nettement à présent. Une force d'assaut bien organisée, progressant par équipe de feu, armée de RPG, de mitrailleuses, PKM et de Kalachnikov. Ils étaient à moins d'1 kilomètre. Ils avançaient avec assurance vers ce qu'ils pensaient être une défense sous-équipée et distraite. Ils n'avaient aucune idée qu'Emily Carter les attendait. Elle identifia l'élément de tête. 3 combattants en avant. L'un d'eux portait une radio, chef de groupe. Les réticules se posèrent sur son torse. Distance 847 mètres. Vent négligeable, correction d'élévation effectuée. Anna, combien de munitions pour la 240 ? 400 en bande, plus 600 dans le sac. Fais-les durer. Elle enchaîna sans détourner le regard. Miguel, quand je commence à tirer, tu arroses tout ce que je ne traite pas. Priorité aux équipes d'armes lourdes. RPG, mitrailleuse. Et toi ? Demanda Torres.
Toute trace de scepticisme avait disparu de sa voix. Le doigt d'Emily glissa sur la détente. « Je vais leur montrer ce qui arrive quand on sous-estime un défenseur préparé. » La voix du lieutenant Daniel Brooks grésilla soudain dans la radio de Hannah. « Toutes les positions, ici Overwatch 1. Le renseignement confirme une force d'assaut ennemie approchant par le secteur nord. Je répète, nord. Toutes les unités disponibles, renforcez immédiatement le périmètre nord. » « Trop tard pour des renforts, murmura Emily. Puis elle éleva la voix. « Hannah, dis au lieutenant qu'on engage. Contact lourd imminent. On tient cette position. » Torres avala sa salive. « Sergent, ils sont au moins 60, et on est 3. » L'œil d'Emily ne quitta pas la lunette. « Alors chaque balle devra compter. » Les combattants talibans n'étaient plus qu'à 600 mètres maintenant, sortant du wadi pour déboucher sur le terrain découvert avant le grillage. Ils accéléraient, sentant la proximité de l'objectif. Dans leur esprit, la bataille était déjà gagnée. Les défenseurs étaient cloués par les mortiers, le commandement désorganisé. La résistance serait minimale. Les réticules d'Emily se posèrent à nouveau sur le chef de groupe. Elle régla sa respiration. Son rythme cardiaque était stable. Le monde se réduisit à l'espace infime entre elle et sa cible. À 2h09, les capteurs de mouvement de FOB Iron Watch hurlèrent enfin leur alerte. Contacts multiples, périmètre nord. Dans le centre de commandement, les écrans affichèrent une vague rouge de signatures ennemies. Mais ces capteurs arrivaient trop tard. Emily les avait vus en premier. Elle pressa la détente. Le M110 claqua sèchement. À 600 mètres, le chef de groupe taliban s'effondra, mort avant même de toucher le sol. Emily était déjà en transition vers sa seconde cible. L'un des 2 combattants portant un lance-roquette capable de percer les défenses de la base. Deuxième tir, deuxième mort. Les assaillants figèrent l'espace d'une seconde cruciale, déconcertés par ce feu précis et meurtrier provenant d'une position qu'on leur avait décrite comme faiblement défendue. Cette seconde d'hésitation leur coûta cher. Troisième tir. Le second opérateur de lance-roquette s'écroula à son tour. Torres ouvrit le feu avec la M240, les traçantes dessinant des arcs rouges dans l'obscurité. Hannah parlait sans relâche dans la radio, transmettant des mises à jour rapides au lieutenant Brooks, sa voix étonnamment stable malgré la terreur. L'assaut ennemi, si soigneusement planifié, si parfaitement synchronisé, venait de se heurter à un obstacle immuable. Une soldate qui avait refusé d'être surprise, qui s'était préparée pour cet instant précis, qui attendait depuis des jours avec la patience d'un prédateur. Emily arma la culasse, acquit une 4e cible et tira à nouveau. La nuit la plus longue de leur vie venait de commencer. Mais pour les combattants talibans avançant vers FOB Iron Watch, elle était sur le point de devenir la dernière. Derrière Emily, Anthony Miller surgit avec une équipe de feu, plongeant dans la position défensive. Il jeta un regard sur la scène, des ennemis en approche, Emily tirant avec une précision mécanique, des corps déjà éparpillés sur l'axe d'assaut. Ses yeux s'écarquillèrent. « Tu as essayé de nous prévenir », murmura-t-il presque pour lui-même. Emily ne répondit pas. Elle était déjà en train d'aligner sa prochaine cible. La bataille pour FOB Iron Watch avait commencé. Et entre la survie et la catastrophe, il n'y avait qu'une chose, une femme que tout le monde prenait pour folle. Tenant le fusil qu'elle avait refusé de lâcher, Emily Carter était devenue autre chose qu'humaine. Un système d'armes fonctionnant à efficacité maximale. Son monde se contracta en une boucle simple, implacable. Respirer, acquérir, presser, suivre, armer, nouvelle cible, répéter. Tout le reste cessa d'exister. 5e tir, un combattant tentant de déployer une mitrailleuse PKM à 580 mètres. 6e tir, un officier taliban hurlant des ordres, essayant de réorganiser ses hommes à 623 mètres. 7e tir, un servant RPG levait son lance-roquette en direction de la FOB. Il s'effondra avant d'avoir pu tirer, la roquette roulant inutilement dans la poussière tandis que son corps s'affaissait. La force ennemie s'attendait à percer le périmètre nord en quelques minutes, à submerger une poignée de défenseurs et à se déverser dans la base comme une crue. À la place, elle était méthodiquement décimée par un feu d'une précision presque irréelle. Elle ne rate pas.
hurla Miguel Torres par-dessus le vacarme de la M240, observant à travers son optique un autre combattant taliban s'écrouler. Pas une seule putain de balle, comment c'est possible qu'elle rate pas? Anna Lee glissa un nouveau chargeur à Emily, le 3e. 20 cartouches y retirées, 20 ennemis à terre. L'arithmétique de la mort était simple et implacable. « Sergent !» cria quelqu'un. « Ils débordent par la gauche. Ils essaient d'utiliser cette formation rocheuse comme couvert. » Le fusil d'Emily pivota vers la gauche avec une fluidité parfaite. Elle connaissait ce rocher. Elle l'avait étudié. Elle savait exactement quelle portion d'un corps humain apparaissait lorsqu'on tentait de s'y dissimuler. Elle laissa filer sa cible d'une 40aine de centimètres, anticipant le mouvement. 8e tir. Le premier flanqueur bascula en arrière, la balle trouvant l'interstice entre les rochers. 9e tir. Son compagnon, figé de stupeur, mourut avant même de comprendre. 10e tir. Le 3e homme tenta de fuir. 3 pas. Pas plus. L'équipe de feu de Anthony Miller s'était déployée à la droite d'Emily, ajoutant ses fusils à la défense. Mais même eux le voyaient. Ce combat n'appartenait qu'à une seule personne. Emily Carter était devenue la mort elle-même. Précise, inarrêtable. Un groupe de combattants talibans tenta une ruée vers le grillage, la vitesse, le nombre, misé sur la saturation. Une tentative courageuse, une erreur fatale. Emily abattit les 3 premiers en rafale contrôlée. Crac, crac, crac. Son fusil parlait avec une régularité mécanique. La mitrailleuse de Torres déchira la vague suivante. Les traçantes rouges trouvaient chair et os. L'assaut ralentit, puis se brisa, puis s'inversa. « Il décroche !» cria Miller, voyant les survivants chercher désespérément un couvert, traîner des blessés, abandonner du matériel. « Négatif !» répondit Emily d'une voix étrangement calme. « Ils se réorganisent. Ils vont tenter autre chose, d'un autre angle, surveiller le flanc droit. Ils vont sonder là-bas. » Elle avait raison. 2 minutes plus tard, un nouveau groupe surgit d'un ravin à droite de la position défensive, tentant d'exploiter ce qu'il pensait être un angle mort. Emily observait ce ravin depuis 6 jours. Elle en connaissait chaque pli, chaque distance, chaque point de tir possible. Les cartes de portée étaient déjà gravées dans son esprit. 15e tir. Le chef d'élément s'écroula. 16e tir. Le mitrailleur qui tentait d'installer une position d'appui. 17e tir. Un autre servant, RPG. Emily en avait fait des cibles prioritaires, neutralisant toute capacité ennemie à la fixer par un feu de zone. Le lieutenant Daniel Brooks arriva avec des renforts, se glissant dans la position de combat à côté d'Emily. Ses yeux étaient écarquillés, partagés entre l'admiration et l'incrédulité. « Carter, où est-ce que t'as appris à tirer comme ça ?» Emily ne quitta pas sa lunette. « La douleur est un excellent professeur, monsieur. » Cible à 2 heures. 650 mètres. Tentative de débordement. Brooks regarda à travers son propre optique, repéra le combattant qu'elle venait de désigner et vit la balle l'atteindre 1 seconde plus tard. Mon Dieu! Les commandants talibans, voyant leur assaut se disloquer, prirent une décision désespérée. Ils engagèrent leurs réserves. Un élément plus important, gardé en arrière pour exploiter la brèche initiale. Environ 30 combattants surgirent en une charge coordonnée, misant sur le volume de feu pour submerger les défenseurs. C'était exactement ce qu'Emily attendait. Des cibles à découvert, engagées, incapables de se replier rapidement. Anna, dis au lieutenant de mettre toutes les armes disponibles sur ce mur. Ils lancent leur assaut principal. Le tir d'Emily devint encore plus méthodique. Elle cessa de chercher les chefs ou les armes lourdes. Elle travailla simplement de gauche à droite sur la ligne d'attaque, comme un agriculteur moissonnant un champ. Chaque pression sur la détente mettait fin à une vie. Chaque manœuvre de culasse engageait un nouveau verdict. 23e tir, 24e. Son épaule hurlait sous le recul. Sa joue saignait là où la crosse frappait sans relâche. Une ampoule se formait sur son doigt de détente. Rien de tout cela n'avait d'importance. Le fusil était le prolongement de sa volonté. Et sa volonté était absolue. Personne ne passera. D'autres défenseurs affluèrent. Une section entière renforça désormais le mur nord. Mitrailleuses, fusils, même un lance-grenade MK-19. Quelqu'un avait réussi à le rendre opérationnel malgré les dégâts des mortiers. Le volume de feu défensif devint une véritable symphonie de destruction. Et pourtant, au milieu de ce chaos,
Le fusil d'Émilie conserva sa cadence précise, presque mesurée. Là où d'autres d'arrosaient vaguement, elle faisait compter chaque balle. Dans la furie du combat, elle était l'œil du cyclone, calme, concentré, mortel. Un combattant taliban parvint à s'approcher à moins de 200 mètres du grillage, plus près que tous les autres, rapide, habitué au combat, utilisant parfaitement le terrain. Il leva son AK-47 et pendant une fraction de seconde, Émilie vit son visage à travers sa lunette. Jeune, 20 ans, peut-être, terrifiée, mais déterminée. Émilie n'hésita pas. Elle ne pouvait pas hésiter. Hésiter, c'était condamner ses camarades. 31e tir. Sa guerre s'acheva là. Miguel Torres dut recharger sa mitrailleuse pour la 3e fois. Le canon de la M240 luisait d'un rouge inquiétant. « Il te reste combien de munitions, Carter ?» Émilie laissa tomber un chargeur vide et en engagea un nouveau d'un geste sec. « Assez. » La vérité, c'est qu'elle avait embarqué 400 cartouches dans son sac, le double de la dotation normale. Tout le monde s'en était moqué. « Exagéré », disait-il. À présent, ces chargeurs supplémentaires faisaient la différence entre la vie et la mort. L'assaut coordonné de l'ennemi se transforma en déroute. Des corps jonchèrent les approches du périmètre nord. Des blessés rampaient à la recherche d'un abri. Les survivants rompaient le contact, se repliant vers les wadis et les ravins. L'attaque était brisée. Mais Émilie ne célébra pas. Elle ne relâcha pas son attention. Son œil resta collé à la lunette, fouillant l'obscurité, cherchant la prochaine menace, la vague suivante. D'expérience, l'ennemi n'abandonnait jamais après un premier échec. Il s'adaptait, il se regroupait, il revenait. Anna Lee la fixait avec quelque chose qui ressemblait à une ferveur religieuse. « Sergent, à ton avis, combien t'en as ?»« Ça n'a aucune importance, » coupa Émilie. « Ce qui compte, c'est combien il en reste. » Elle déplaça son pointage vers le ravin où elle avait repéré le premier mouvement. Ils ont des blessés à récupérer, des chefs à réorganiser. On a peut-être 20 minutes avant une nouvelle tentative. Le lieutenant Daniel Brooks, lui, comptait. Il avait suivi chaque tir d'Émilie, notant mentalement chaque élimination confirmée. Le chiffre était vertigineux, presque irréel, et pourtant il l'avait vu de ses propres yeux. « Carter, dit-il doucement, tu viens de stopper à toi seul une force d'assaut entière. Pendant les 6 premières prolor minutes, avant l'arrivée des renforts, c'était juste toi qui tenais ce mur. » Émilie abaissa enfin son fusil. La sueur brillait sur son visage malgré le froid nocturne. Elle regarda Brooks, et dans son regard, il comprit tout. L'hypervigilance, l'obsession de l'arme, l'état d'alerte permanent, tout cela l'avait mené ici, à cet instant précis. « Pas seul, monsieur, » répondit-elle en désignant Anna et Torres. « Ils sont restés quand j'en avais besoin. » Ça, c'était du courage. Torres, le même homme qui l'avait traité de folle 12 heures plus tôt, secoua la tête, abasourdi. « Tu as essayé de nous prévenir. Tu nous as dit que ça allait arriver et on n'a pas écouté. »« Vous écoutez maintenant, » répondit simplement Émilie. Elle sortit un nouveau chargeur, le vérifia, l'engagea. « Et ce n'est pas fini. Ils ont trop investi dans cette attaque pour abandonner après un seul échec. Ils reviendront. » Anthony Miller se plaça à côté d'elle, son fusil prêt. « Alors on sera prêts, tous. Cette fois. » Émilie esquissa un sourire infime, le premier depuis son arrivée à FOB Iron Watch. « Vous apprenez. » Le périmètre nord était devenu une forteresse, chaque position occupée, chaque champ de tir couvert. Les défenseurs de la FOB, d'abord dispersés et désorientés par le bombardement, s'étaient regroupés. Le commandement retrouvait sa cohérence. La force de réaction rapide se préparait à contre-attaquer, mais le cœur de la défense restait Émilie Carter, assise derrière son fusil, les yeux rivés à la nuit, en attente, toujours prête. L'ennemi avait appris une leçon brutale cette nuit-là. FOB Iron Watch avait une gardienne qui ne dormait jamais, ne se relâchait jamais, ne cessait jamais de regarder. Et cette gardienne était plus dangereuse qu'une compagnie entière de soldats ordinaires. Dans l'accalmie temporaire, Émilie effectua une vérification fonctionnelle de son arme, des gestes automatiques, répétés des milliers de fois. Le fusil tenait parfaitement. L'entretien obsessionnel, le soin constant, tout était justifié, ici et maintenant. Anna lui tendit une bouteille d'eau.
Emily but sans quitter des yeux les approches nord. « Contact !» cria quelqu'un depuis Tower Echo. « Des ennemis se regroupent dans le wadi. » Emily était déjà de retour derrière sa lunette, identifiant les silhouettes, lisant leurs intentions. Il prépare une nouvelle tentative. Tactique différente, plus de dispersion. Des équipes réduites, infiltration, plutôt qu'assaut frontal. « Comment tu le sais ?» demanda Miller. Le doigt d'Emily se posa sur la détente. « Parce que c'est ce que je ferais. » La nuit était loin d'être terminée. Mais une chose était désormais certaine. L'ennemi s'attendait à affronter des soldats endormis, pris au dépourvu, submergés. À la place, ils avaient trouvé Emily Carter. Et ça changeait tout. La seconde attaque débuta à 3h27, exactement comme elle l'avait prévu. Cette fois, les talibans avaient changé d'approche, pas de charge massive. Des petites équipes sondant différents points du périmètre, cherchant la faille, l'erreur, l'angle mort. Ils n'en trouvèrent aucun. Emily dirigeait le feu comme un chef d'orchestre. Torres, 2 cibles à 11h, derrière le véhicule calciné. Hannah, relais vers Tower Foxtrot. 4 tentent de déborder par le canal d'irrigation. Son fusil claqua 2 fois de plus. Miller, équipe d'armes lourdes à 800 mètres, à droite de ce rocher. Chaque observation était chirurgicale, chaque tir intentionnel. Même les bruits lointains des équipes de réparation et des hélicoptères d'évacuation médicale semblaient assourdis, comme étouffés par le poids de ce qui venait de se passer. Miguel Torres fixait le sol, incapable de lever les yeux. Ces moqueries de la veille lui brûlèrent maintenant la conscience. Hannah Lee pleurait à chaudes larmes, sans chercher à les retenir. La mâchoire d'Anthony Miller était serrée à l'extrême, la compréhension venant enfin de s'ancrer en lui avec une clarté presque douloureuse. Ce fut le lieutenant Daniel Brooks qui parla le premier, la voix râpeuse d'émotion. Rivera. Adjudant-chef Michael Rivera. Je le connaissais. On a fait l'école Ranger ensemble. C'était un homme bien, un des meilleurs. Emily hocha lentement la tête. Une larme traça un sillon clair sur sa joue maculée de poussière. C'était mon meilleur ami, dit-elle simplement. Plus que ça. Il était comme un frère. 3 déploiements ensemble. Il me faisait confiance pour le couvrir à distance pendant qu'il me guidait sur le terrain. Sa voix trembla. Je l'ai laissé tomber. Tu ne l'as pas laissé tomber, répondit Brooks aussitôt. Le commandement vous a laissé tomber tous les deux en ne t'écoutant pas. Emily inspira profondément. Peut-être. Mais c'est moi qui ai rangé mon fusil à l'armurerie cette nuit-là. C'est moi qui ai décidé, pour une fois, d'être normal. Elle serra plus fort son arme. Cette décision a coûté 7 vies. Un silence pesant suivit. Ce fusil, reprit-elle en baissant les yeux, ce n'est pas le même. L'autre a été endommagé pendant l'attaque. Celui-ci, je l'ai fait fabriquer sur mesure, à l'identique, même poids, même équilibre, même sensation. Elle passa la main sur la crosse. C'est autant un mémorial qu'une arme. Elle indiqua une petite gravure que personne n'avait remarquée jusque-là. Des lettres minuscules, presque invisibles, pour Michael et les 7, jamais pris au dépourvu. Torres s'approcha, lut l'inscription. Sa voix se brisa. « Mon Dieu, sergent, je suis désolé. Pour tout ce que j'ai dit, pour ne pas avoir compris. » « Tu ne pouvais pas savoir, » répondit Emily. « Personne ici ne savait. Et honnêtement, vu de l'extérieur, je ressemble à quelqu'un d'instable. » Elle esquissa un sourire sans joie. Dormir avec une arme, hypervigilance constante, voire des menaces partout. Ce sont des symptômes classiques de stress post-traumatique. Elle croisa son regard. La différence, c'est que parfois, la paranoïa et la préparation se ressemblent exactement. La seule chose qui les distingue, c'est si la menace finit par se matérialiser. Hannah essuya ses larmes. « Comment tu fais pour vivre comme ça ? Toujours à attendre le pire, toujours prête à la violence. » Emily réfléchit un instant. « Je ne sais plus vivre autrement, » avoua-t-elle. « Les thérapeutes de Walter Reed ont essayé de m'aider à réduire mon hyperréactivité. Mais chaque fois que je commençais à me détendre, chaque fois que je baissais la garde, sa voix tomba à un murmure. Je voyais le visage de Michael. J'entendais ses derniers mots. Elle ferma brièvement les yeux. Il a dit « Emily, aide-moi ». Et je n'ai pas pu. Un silence total. J'étais une tireuse sans fusil. Une gardienne sans moyen de protéger.
Inutile. Miller s'assit lourdement à côté d'elle. Alors, tu as fait en sorte de ne plus jamais l'être ? Exactement. Emily redressa la tête. J'ai transformé mon traumatisme en entraînement. Chaque cauchemar est devenu un scénario à anticiper. Chaque flashback, une leçon sur ce qu'il ne fallait plus jamais faire. Elle désigna le champ de bataille au nord. Tout ce qui s'est passé cette nuit, je l'avais répété des centaines de fois dans ma tête. Quand c'est enfin arrivé, j'étais prête parce que je n'ai jamais cessé de me préparer. À cet instant, Brooks comprit quelque chose d'essentiel. « Tu ne voyais pas des menaces imaginaires, dit-il lentement. Tu voyais des menaces qui n'avaient pas encore pris forme. » Emily hocha la tête. « Oui, monsieur. La plupart des gens ne voient l'attaque que lorsqu'elle commence. Moi, je vois ce qui la précède. La surveillance, la préparation, les changements de comportement. » Elle regarda l'horizon. C'est comme voir un orage se former au loin pendant que tout le monde insiste pour dire que le ciel est bleu. Le soleil s'était maintenant entièrement levé, projetant une lumière crue sur le carnage du périmètre nord. L'équipe renseignement terminait son évaluation. Un sergent s'approcha avec un rapport préliminaire à destination du capitaine Robert Callahan, qui se tenait non loin, ayant tout entendu. Callahan parcourut le document, puis leva les yeux vers le groupe. Le renseignement a trouvé des cartes détaillées sur l'un des commandants talibans. Des cartes de toute la FOB, rotation de garde, position défensive, point faible. Il marqua une pause. Ils préparèrent cette attaque depuis au moins 3 semaines. Ils connaissaient nos habitudes mieux que nous-mêmes. Son regard se posa sur Emily. Sauf qu'ils n'avaient pas prévu une chose. Vous. Il inspira profondément. La seule variable qu'ils ne pouvaient pas anticiper, c'était un soldat qui ne cessait jamais de les observer pendant qu'ils nous observaient. Le sergent renseignement ajouta « Nous avons aussi des preuves que l'attaque devait être coordonnée sur plusieurs sites. » FOB Iron Watch était la première cible. En cas de succès ici, il prévoyait de frapper 3 autres installations de la région avec les mêmes tactiques. Le poids de cette révélation s'abattit sur eux tous. Emily n'avait pas seulement sauvé FOB Iron Watch, elle avait peut-être sauvé des centaines de soldats, sur plusieurs bases, en brisant la stratégie ennemie. Torres se leva et se mit au garde-à-vous devant elle. « Adjudant-chef Carter, j'avais tort, complètement tort. Vous n'êtes ni folle ni brisée. Vous êtes le soldat le plus carré avec lequel j'ai jamais servi. Et c'est un honneur d'être dans votre équipe. » Un à un, les autres se levèrent à leur tour. Hannah, Miller, Brooks, et même le capitaine Callahan. Un hommage spontané à une soldate qui avait porté seule le fardeau de la vigilance, qui avait été moquée, mise en doute, et qui les avait tous sauvés. Emily resta assise, mal à l'aise sous cette attention soudaine. « Je n'ai fait que mon travail. »« Négatif, » répondit Anthony Miller avec fermeté. « Tu as fait le travail de tout le monde. Tu as vu ce que nous avons manqué. Tu t'es préparé quand nous avons relâché la pression. Tu as monté la garde pendant que nous dormions. » Il la regarda droit dans les yeux. « Ça, ce n'est pas juste faire son travail. C'est être le genre de soldat que les autres aspirent à devenir. » L'hélicoptère d'évacuation médicale se posait maintenant, venu emporter les 3 défenseurs blessés vers une installation mieux équipée. Emily observa l'appareil, toucher le sol, et un autre souvenir s'imposa à elle. Un autre hélicoptère, 2 ans plus tôt, emportant cette fois ses camarades morts. « Michael serait fier de toi, » dit doucement le lieutenant Daniel Brooks, suivant son regard. « Tu as honoré sa mémoire cette nuit. Tu as sauvé des vies comme tu n'as pas pu sauver la sienne. Ça compte, Carter. Ça veut dire quelque chose. » La gorge d'Emily se serra. « Je l'espère, monsieur. Mon Dieu, j'espère, parce que je le porte avec moi chaque jour. Chaque nuit où je ne dors pas. Chaque instant où je scrute l'horizon. Chaque fois que je vérifie mon fusil une fois de trop, il est là. » Elle baissa les yeux. « Les 7 sont toujours là. Peut-être que ce n'est pas un fardeau, » suggéra Hannah Lee avec douceur. « Peut-être que ce sont des anges gardiens. Qu'ils te gardent en alerte, prête, pour que tu puisses protéger les autres. » L'idée était belle. Et Emily réalisa qu'elle ne l'avait jamais envisagé ainsi. Elle avait toujours vu son hypervigilance comme une malédiction, une blessure qui ne guérirait jamais. Mais peut-être était-ce aussi un don.
Un don douloureux, payé dans le sang et le traumatisme, mais un don malgré tout. L'armée va vouloir te débriefer en profondeur, dit le capitaine Robert Callahan. Ta capacité à reconnaître les schémas, ta méthode d'analyse, ils voudront intégrer ça dans la doctrine d'entraînement. Ce que tu as fait ici doit être enseigné, étudié, reproduit. Émilie hocha lentement la tête. Je ferai tout ce que je peux, monsieur. Si mon expérience peut sauver d'autres vies, si elle peut apprendre à d'autres soldats à voir ce que je vois, elle s'interrompit, puis reprit. Alors peut-être que c'est ça, le sens. Peut-être que je n'ai pas survécu à cette ancienne base parce que je le méritais, mais parce que je devais être ici, prête, pour cette nuit-là précisément. Donner un sens à la douleur, murmura Miller. J'ai déjà vu ça. Ceux qui survivent au pire deviennent souvent les meilleurs protecteurs, parce qu'ils savent d'exactement contre quoi ils protègent. Peu à peu, l'équipe se dispersa, retournant à ses tâches, évaluer les dégâts, renforcer les positions, rédiger les rapports. Mais quelque chose avait changé, fondamentalement. Emily Carter n'était plus la nouvelle tireuse étrange. Elle était la sentinelle qui les avait tous sauvés. La soldate qui avait transformé une tragédie personnelle en salut collectif. La guerrière qui portait ses morts en avant en maintenant les vivants en vie. Quand les autres furent partis, Brooks resta. « Carter, j'ai besoin de te poser une question. Est-ce que tu pourras un jour arrêter cette vigilance constante, cette préparation permanente? Est-ce que tu pourras vivre normalement ?» Emily réfléchit longuement, observant le soleil continuer sa course dans le ciel afghan. « Honnêtement, monsieur, je ne crois pas. Celle que j'étais avant était morte cette nuit-là, avec Michael et les autres. » Elle inspira profondément. Ce qui a survécu, c'est cette version-ci. Plus dure, plus affûtée, toujours en alerte, toujours prête. Ça a l'air épuisant, ça leste, admit-elle, mais c'est aussi porteur de sens. Je connais ma mission, je connais mon rôle. Elle leva les yeux vers les montagnes. Je suis celle qui veille pendant que les autres dorment. Celle qui voit le danger pendant que les autres rêvent. Celle qui reste debout quand tout le monde se relâche. Un sourire triste effleura ses lèvres. Tout le monde ne peut pas faire ça. Peut-être que tout le monde ne devrait pas. Mais quelqu'un doit le faire. Et j'ai appris que j'étais doué pour ça. Brooks posa une main sur son épaule, celle qui n'était pas meurtrie. L'armée a besoin de plus de soldats comme toi, Carter. Pas seulement des gens capables de tirer comme toi, même si c'est impressionnant. Mais des gens qui ont le courage moral de faire confiance à leur instinct quand tout le monde doute. Des gens qui se préparent au pire tout en espérant le meilleur. Des gens qui refusent d'être pris au dépourvu, quoi qu'en pensent les autres. Merci, monsieur. Ça compte plus que vous ne l'imaginez. Quand Brooks s'éloigna, Emily resta seule avec son fusil, observant les montagnes du nord où l'ennemi s'était replié. Il reviendrait un jour. Peut-être pas ici, peut-être pas bientôt, mais quelque part, d'une manière ou d'une autre. L'ennemi revenait toujours, et elle serait prête. Elle l'était toujours. Parce que cet bon soldat était mort la seule fois où elle ne l'avait pas été. Et elle avait juré sur leur tombe que cela n'arriverait plus jamais. Pas sous sa garde, pas tant qu'elle respirerait encore et serait capable de presser une détente. Le fusil reposait sur ses genoux, métal froid réchauffé par ses mains. Ce n'était plus seulement une arme, c'était une promesse tenue, un mémorial porté, un bouclier forgé pour protéger les vivants avec les leçons des morts. Emily Carter était devenue la gardienne qu'elle n'avait pas su être autrefois, et elle ne cesserait jamais de veiller. 3 semaines plus tard, Fob Iron Watch avait changé. Les dégâts de l'attaque avaient été réparés, les positions défensives renforcées, la couverture des capteurs étendue pour éliminer les failles qu'Emily avait identifiées. Mais les changements les plus importants n'étaient pas visibles, ils étaient culturels. La cérémonie de remise des décorations eut lieu dans la cour centrale, à ciel ouvert, toute la compagnie rassemblée. Le capitaine Robert Callahan se tenait derrière un pupitre improvisé, le drapeau américain ondulant derrière lui dans la brise venue des montagnes. Emily Carter était au garde-à-vous, son fusil passé dans le dos. Même maintenant, même lors d'une cérémonie officielle. Elle ne s'en séparait pas. Adjudant-chef Emily Carter.
déclara Callahan d'une voix claire qui porta sur toute l'assemblée. Pour bravoure exceptionnelle et héroïsme manifeste, au péril de votre vie et bien au-delà de l'appel du devoir, vous êtes décoré de la Silver Star. Il s'agit de votre deuxième attribution. Il fixa la médaille sur son uniforme, puis il marqua une pause. Mais au-delà de cet acte, vous avez transformé la manière dont toute cette FOB envisage sa défense. Vous nous avez appris que la vigilance n'est pas de la paranoïa, que la préparation n'est pas de la peur, et que parfois, le soldat que tout le monde croit fou est simplement le seul à voir clair. La compagnie éclata en applaudissements. Miguel Torres siffla bruyamment. Anna Lee essuya à nouveau ses yeux. Elle pleurait désormais à chaque fois qu'on évoquait les actions d'Emily. Anthony Miller se tenait droit, la main sur le cœur, une fierté évidente gravée sur le visage. Mais la cérémonie n'était qu'une formalité. Les vrais changements avaient eu lieu progressivement au fil des 3 semaines précédentes. Emily avait commencé à organiser des séances d'instruction informelles, rien d'officiel au départ, juste des discussions, des croquis tracés dans la poussière. Elle enseignait ses méthodes de reconnaissance de schémas, comment lire le terrain non seulement d'un point de vue tactique, mais analytique, comment repérer les signes subtils d'une surveillance ennemie, comment interpréter les changements de comportement locaux annonciateurs de violence, et surtout comment faire confiance à son instinct, tout en le validant par des faits. Au début, seules les personnes de sa section venaient, puis le bouche à oreille fit son œuvre. Bientôt, des soldats de toute la FOB s'asseyèrent dans la poussière pendant qu'Emily dessinait des diagrammes, montrait des photos, expliquait la logique qui leur avait sauvé la vie. Observer, ce n'est pas seulement regarder, expliqua-t-elle lors d'une séance devant une trentaine de soldats attentifs. C'est remarquer ce qui change. Les humains sont des créatures d'habitude, les villages encore plus. Quand les schémas se modifient, routes empruntées, fréquentation des marchés, présence des enfants, il y a toujours une raison. Votre rôle est de déterminer si cette raison est bénigne ou dangereuse. Anna Lee avait poussé ses enseignements plus loin que quiconque. Elle avait officiellement demandé à intégrer la filière tireur d'élite. « Je veux protéger les gens comme tu le fais », avait-elle dit à Emily. « Je veux voir ce que tu vois. » Emily avait ressenti à la fois de la fierté et de la peur. « Anna, fais attention à ce que tu souhaites. Cette capacité a un prix. Une fois que tu commences à voir les menaces partout, tu ne peux plus revenir en arrière. Ça te change profondément. »« Je sais », avait répondu Anna sans hésiter. Mais après cette nuit-là, j'ai compris que le confort est un luxe que nous n'avons pas. Quelqu'un doit veiller. Si ce n'est pas moi, alors qui ? La réponse avait frappé Emily de plein fouet. C'était presque mot pour mot ce qu'elle s'était dit des années plus tôt. Elle avait accepté de devenir la mentor personnelle de Anna sans hésiter. Miguel Torres avait changé lui aussi. Les plaisanteries avaient disparu, complètement. Il tenait désormais un carnet détaillé pendant chaque patrouille, véhicules inhabituels, changements dans le comportement des civils, incohérences dans les récits locaux. Chaque semaine, il l'apportait à Emily. « Est-ce que je vois des menaces qui n'existent pas ?» lui avait-il demandé lors de la première relecture. « Ou est-ce que je commence enfin à voir ce qui est réellement là ?» Emily avait étudié ses notes attentivement. « Les deux », avait-elle répondu honnêtement. « Certains de ces points sont excessifs, tu forces trop le rapprochement. Mais ces 3-là, elle tapota le carnet. Ce sont de vraies alertes. Tu apprends à faire la différence. Et c'est ça le plus difficile. » Même la chaîne de commandement avait évolué. Le capitaine Callahan avait instauré ce qu'il appelait désormais les protocoles Carter, un système formalisé de signalement et d'analyse des menaces basé sur les schémas comportementaux. Plus aucune observation ne serait balayée d'un revers de main comme de la paranoïa. Chaque signal serait consigné, étudié, croisé. « Nous avons failli mourir parce que nous ne t'avons pas écouté », avait-il confié à Emily en privé. « Je ne referai jamais cette erreur. Et je ne veux plus jamais qu'un autre commandant dans ce théâtre la commette non plus. » Les méthodes d'Emily furent rédigées sous forme d'études de cas pour l'école du renseignement de l'armée. Ses photographies, ses analyses temporelles, ses prédictions tactiques.
L'ensemble devint un module de formation intitulé « Reconnaissance de schémas en guerre asymétrique », leçon de FOB Iron Watch. Mais le changement le plus significatif était né spontanément et était devenu officiel, Chen Watch. Chaque nuit, un soldat volontaire prenait une garde supplémentaire, dédiée non pas à la réaction immédiate, mais à l'observation sur le long terme. Toujours les mêmes zones, toujours les mêmes reliefs, photographiés, comparés, documentés. La garde classique assurait la sécurité instantanée. Chen Watch, elle, entretenait cette vigilance analytique prolongée qui avait sauvé la FOB. Être sélectionné pour Chen Watch était devenu un honneur. Cela signifiait que l'on avait démontré la discipline, la patience et la rigueur intellectuelle nécessaires. Dans le tableau de service de FOB Iron Watch, c'était désormais l'une des fonctions les plus respectées. Et quelque part, dans l'ombre du périmètre nord, une soldate continuait de veiller, non plus seule, mais enfin comprise. Lors de sa dernière nuit à FOB Iron Watch, Emily savait qu'au matin, elle repartirait vers les États-Unis. À l'aube, elle fit une dernière fois le tour du périmètre nord. Elle trouva Miguel Torres en Chen Watch, assis exactement à l'endroit où elle se trouvait lors de l'attaque, en train de photographier North Watch Ridge dans la lumière dorée du soleil levant. « Bonsoir, sergent », dit-il sans quitter l'œil de son appareil. « Je documente la base de référence. Je veux être sûr de repérer le moindre changement. » Emily sourit. « Tu vois quelque chose d'inhabituel » ? Négatif. Tout correspond au schéma de la semaine écoulée. Les bergers ont repris leurs itinéraires habituels. Activité normale dans les villages. Aucun éclat d'optique. Aucun mouvement suspect. Il abaissa la caméra. Mais je continue d'observer. Parce que le jour où on arrête de regarder, c'est celui où ils reviennent. Emily hocha la tête. Exactement. Tu as bien appris. Ils restèrent bien silencieux un moment, observant le soleil disparaître derrière les montagnes qui avaient failli devenir la tombe de la FOB. Finalement, Torres reprit « Sergent Carter, je dois vous dire quelque chose. Cette première semaine, je pensais que vous étiez la personne la plus folle que j'ai jamais rencontrée. Maintenant, je comprends que vous étiez la plus lucide. Vous voyiez la réalité telle qu'elle était, pendant que nous vivions dans un déni confortable. Nous gérons tout le stress de la guerre différemment, répondit Emily avec douceur. La plupart des soldats ont besoin de croire qu'ils sont en sécurité pour fonctionner. Moi, j'ai besoin de croire que je suis en danger. Elle haussa légèrement les épaules. Aucune des deux approches n'est mauvaise, elles sont juste différentes. Elle désigna la base derrière eux. Et maintenant, vous avez les deux. Des dizaines de soldats entraînés à observer comme j'observe. La FOB n'a plus besoin de moi. Elle a un réseau entier de sentinelles. Anthony Miller apparut alors, grimpant jusqu'à leur position. Carter, il y a quelque chose au baraquement que tu dois voir. Intriguée, Emily le suivit. Toute la section était rassemblée autour de sa couchette. Quand elle entra, tous se mirent au garde à vous. Le lieutenant Daniel Brooks s'avança, tenant une plaque en bois. Adjudant-chef Carter, nous voulions te donner quelque chose avant ton départ. Quelque chose pour te souvenir de nous, même si, j'imagine, tu n'auras pas besoin d'aide pour te souvenir de ce déploiement. Il tourna la plaque vers elle. La sentinelle des sentinelles. Adjudant-chef Emily Carter. La soldate qui ne dormait jamais pour que les autres puissent se réveiller. FOB Iron Watch, Afghanistan, 8 février 2011. Ennemi repoussé, plus de 50 combattants neutralisés, pertes amis évitées. Impact, inestimable. La vigilance sauve des vies, sous le texte, des photographies. Emily à son poste de tir pendant la bataille, saisie dans le chaos. L'œil collé à la lunette, le visage figé dans une concentration absolue. Une guerrière exactement là où elle devait être. La gorge d'Emily se noua. Elle tenta de parler. Aucun son ne sortit. Ces soldats qui l'avaient douté, questionné, parfois raillé. Ils comprenaient maintenant. « Il y a autre chose », dit doucement Annalie. Elle tendit un drapeau américain soigneusement plié. C'est le drapeau qui flottait sur la FOB la nuit de la bataille. On l'a tous signé. On voulait que tu l'aies. Emily le déplia lentement. Chaque soldat présent cette nuit-là avait laissé son nom. Et un message. Tu m'as sauvé la vie. Torres.
Merci de veiller sur nous. Lee, je ne t'ai jamais vraiment douté. Bon, peut-être un peu. Miller, la gardienne dont nous avions besoin. Brooks, des dizaines d'autres. Emily serra le drapeau contre sa poitrine et pour la première fois laissa les larmes couler librement. Merci. À vous tous. Vous m'avez offert quelque chose que je n'avais pas sur cette autre base. Une seconde chance. La chance de protéger des gens. De faire les choses correctement. Tu as fait bien plus que ça, dit Brooks. Tu as redéfini ce que faire juste veut dire. Cette nuit-là, la dernière d'Emily à FOB Ironwatch, elle fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis 2 ans. Elle dormit. Vraiment. 4 heures entières, sans interruption. Son fusil était toujours contre elle. Elle était toujours habillée, prête à se lever en 1 seconde. Mais pour la première fois depuis Safed Co., elle s'autorisa un véritable repos. Elle rêva de Michael Rivera. Dans ce rêve, il ne mourait pas. Il souriait, lui faisait un signe du pouce. « Tu as bien fait, Emily. Tu as enfin bien fait. On peut se reposer maintenant. » Quand elle se réveilla à 4 heures, son visage était humide de larmes, mais quelque chose avait changé. Le poids, la culpabilité, la honte, ils n'avaient pas disparu. Ils ne disparaîtraient jamais. Mais ils étaient devenus supportables. Le lendemain matin, Emily monta à bord de l'hélicoptère qui la ramènerait à Kandahar Airfield, puis chez elle, aux États-Unis. Lorsque l'appareil s'éleva, elle jeta un dernier regard à FOB Ironwatch. Sur le mur nord, elle aperçut un soldat en chainwatch scrutant la crête, maintenant la veille. La FOB irait bien. Ils savaient regarder maintenant. Ils avaient appris, dans le feu et le sang, que la vigilance n'est pas de la paranoïa, que la préparation n'est pas de la peur, et que le prix de la sécurité est une attention éternelle. Emily s'installa dans son siège, son fusil posé sur ses genoux, en route vers la maison. Elle était changée, marquée, façonnée par le traumatisme en quelque chose de plus dur, mais elle était aussi reconnue, légitime, justifiée. La femme qui dormait en tenant son fusil n'était pas folle. Elle était la raison pour laquelle les autres pouvaient dormir. Et quelque part, dans les montagnes afghanes, dans des dizaines de bases à travers le théâtre d'opération, des soldats apprenaient à veiller comme Emily Carter veillait, à comprendre que l'ennemi ne cesse jamais de planifier et que de notre côté, quelqu'un devait ne jamais cesser de se préparer. L'héritage n'était pas seulement des vie sauvés, c'était une nouvelle génération de sentinelles, debout, dans l'obscurité, fusils serrés, yeux grands ouverts, toujours prêtes, toujours vigilantes. Toujours conscientes que les gardiens de la liberté ne peuvent jamais se permettre de dormir trop profondément. Parce qu'Emily Carter leur avait appris la leçon la plus importante de toutes. Le soldat que tout le monde traite de fou est parfois le seul à voir assez clair pour sauver tout le monde.